La croyance la plus répandue veut que les personnes puissantes soient celles qui rencontrent le plus de monde, serrent le plus de mains et occupent chaque espace social disponible. Cette idée rassure, car elle transforme le pouvoir en quelque chose de visible, de fréquentable et donc d'inoffensif. Pourtant, plus le pouvoir est réel, plus il se retire des circuits ordinaires de la sociabilité. Ce retrait n'est pas une faiblesse ni un caprice, mais une conséquence directe de la nature même de l'autorité. Le pouvoir authentique n'a aucun intérêt à se diluer dans des interactions inutiles. Chaque rencontre expose, consomme, crée une trace, et surtout, ouvre une porte d'influence réciproque. À mesure que le niveau de pouvoir augmente, le cercle de contact se rétrécit, non par mépris, mais par nécessité stratégique. Celui qui décide vraiment n'a pas besoin d'être partout, car sa capacité d'impact ne dépend pas de sa visibilité, mais de sa position. Il est essentiel de distinguer le pouvoir social du pouvoir stratégique. Le pouvoir social cherche l'approbation, la reconnaissance immédiate et l'entretien constant du lien. Il se nourrit de présence, de disponibilité et d'échanges continus. Le pouvoir stratégique, lui, opère à distance, par anticipation, par cadre et surtout par absence calculée. Il ne cherche pas à être aimé, mais à être pris en compte, ce qui est une dynamique radicalement différente. Les individus réellement puissants n'ont pas besoin d'être physiquement présents pour être reconnus. Leur influence précède leur arrivée et persiste après leur départ. Ils deviennent une référence implicite, une contrainte invisible dans l'esprit des autres. Plus une personne doit se montrer pour exister, plus elle révèle que son autorité dépend du regard extérieur. À l'inverse, lorsque la reconnaissance subsiste sans interaction directe, le pouvoir s'est déjà installé à un niveau supérieur. Ainsi, éviter les interactions inutiles n'est pas une posture antisociale, mais un signal clair de hiérarchie. Le pouvoir réel ne se manifeste pas par l'agitation relationnelle, mais par la capacité à ne pas être requis en permanence. Celui qui peut se retirer sans perdre son influence démontre précisément qu'il n'est plus soumis aux règles ordinaires de la présence. Et c'est à cet endroit précis que commence le véritable pouvoir. Le temps, l'actif suprême de ceux qui détiennent le pouvoir. Le temps est la seule ressource que même l'argent ne peut pas réellement racheter. Et c'est précisément pour cette raison qu'il devient l'unité de mesure la plus pure du pouvoir. Celui qui contrôle son temps contrôle son exposition, son rythme et la pression qu'il exerce sur les autres. Plus une personne est puissante, moins son temps est fragmenté, négociable ou offert gratuitement. Le pouvoir commence là où le temps cesse d'être disponible. Les individus en position d'autorité perçoivent chaque rencontre comme un coût, non pas financier, mais stratégique et psychologique. Une rencontre impose une écoute, crée une attente, ouvre un canal d'influence et introduit un risque de dilution de la position. Accumuler les rendez-vous ne renforce pas le pouvoir. Cela l'érode en transformant la présence en routine. Plus une interaction est facile à obtenir, moins elle possède de valeur symbolique. Chez Nicolas Machiavel, le contrôle du temps et du rythme est une dimension centrale du pouvoir, même lorsqu'elle n'est jamais formulée explicitement. Décider quand apparaître, quand répondre et quand différer permet de déplacer l'initiative vers soi. Celui qui impose l'attente impose déjà une asymétrie, car l'autre ajuste son comportement, son discours et ses attentes autour de cette absence. Le rythme devient alors une arme silencieuse. Accorder une rencontre n'est jamais un geste neutre dans une relation de pouvoir. Être reçu, même brièvement, élève immédiatement le statut de celui qui obtient l'accès. À l'inverse, être tenu à distance rappelle une hiérarchie implicite sans qu'aucune parole ne soit prononcée. Le pouvoir ne se manifeste pas par le nombre de personnes que l'on voit, mais par le nombre de personnes qui souhaitent vous voir sans y parvenir. Ainsi, protéger son temps revient à protéger sa position. Plus le temps d'un individu est rare, plus il devient chargé de signification, et plus chaque interaction acquiert un poids disproportionné. Le véritable pouvoir ne s'exerce pas dans la disponibilité permanente, mais dans la capacité à décider qui mérite une part de votre temps. Et cette décision, silencieuse mais visible, restructure immédiatement l'équilibre des forces. L'accessibilité facile comme signe d'une position faible. La psychologie humaine fonctionne selon une logique brutale et constante. Ce qui est facile à atteindre est instinctivement perçu comme ayant moins de valeur. Lorsqu'une personne est toujours disponible, toujours joignable et toujours prête à répondre, son image se dégrade silencieusement. L'esprit humain assimile la facilité d'accès à l'absence de rareté.
et l'absence de rareté à l'absence de pouvoir. Ce mécanisme ne relève pas de la morale, mais d'un réflexe archaïque d'évaluation du statut. Être toujours disponible donne l'illusion de la générosité, mais produit l'effet inverse sur le plan de l'autorité. La disponibilité constante signale que votre temps n'est ni protégé, ni disputé, et donc qu'il n'a pas de valeur stratégique élevée. Plus vous répondez vite, plus vous vous adaptez aux autres, plus vous montrez que votre position dépend de leurs demandes. À long terme, cette posture transforme l'individu en ressource exploitable plutôt qu'en figure d'influence. Les dirigeants faibles commettent souvent la même erreur, ouvrir trop largement l'accès à leur personne sous prétexte de proximité ou de bienveillance, en laissant tout le monde entrer, parler et négocier à tout moment. Ils détruisent les frontières symboliques qui fondent leur position. L'absence de barrières crée une confusion hiérarchique où chacun se sent autorisé à demander, discuter ou contester. Là où il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de respect durable. Le pouvoir ne se nourrit pas de convivialité excessive, mais de friction maîtrisée. Une certaine difficulté d'accès crée une tension saine, oblige les autres à se préparer, à filtrer leurs demandes et à mesurer leurs paroles. Cette friction n'est pas de l'arrogance, mais un mécanisme de structuration de la relation. Là où tout est fluide et immédiat, l'autorité se dissout. Là où l'accès exige un effort, le pouvoir se stabilise. Pourquoi les personnes puissantes évitent les rencontres pour préserver leur énergie? Chaque interaction humaine est, qu'on le veuille ou non, un échange de pouvoir. Parler, écouter, expliquer, se justifier ou rassurer consomme de l'énergie mentale et repositionne subtilement les rapports de force. Les personnes puissantes en sont conscientes et savent qu'un excès de rencontres dilue leur capacité d'influence. Elles ne fuient pas les autres par mépris, mais par lucidité stratégique. Les rencontres inutiles provoquent une fuite d'énergie progressive, souvent invisible sur le moment, mais destructrice à long terme. Chaque discussion non essentielle impose une adaptation, une attention et parfois une concession symbolique. À force de répondre à tout et à tout le monde, l'individu perd sa stabilité intérieure et devient réactif. Le pouvoir s'érode dès que l'on se laisse entraîner dans des échanges qui ne modifient rien d'important. C'est pour cette raison que les figures d'autorité protègent farouchement leur état mental. Leur priorité n'est pas d'être aimé, comprise ou disponible, mais de rester clair, concentré et intact psychologiquement. Un esprit dispersé est facile à influencer, tandis qu'un esprit stable impose naturellement le respect. La protection de cet équilibre interne est une condition silencieuse de la domination stratégique. Nicolas Machiavel avait déjà compris que le pouvoir ne se joue pas dans l'agitation, mais dans la maîtrise du rythme. Celui qui réagit constamment aux sollicitations des autres abandonne l'initiative et accepte leur tempo. À l'inverse, celui qui choisit quand intervenir impose sa cadence au jeu. La différence entre un individu réactif et un individu maître du rythme détermine qui subit la dynamique et qui la crée. L'absence n'est pas de l'arrogance, c'est une stratégie. L'absence n'est pas un vide accidentel, c'est un espace de pouvoir délibérément créé. Lorsqu'une personne cesse d'être constamment visible, accessible ou disponible, elle génère un déséquilibre subtil dans l'environnement social. Ce déséquilibre oblige les autres à combler le silence par des hypothèses, des calculs et des ajustements internes. Le pouvoir commence précisément là où l'on n'est plus immédiatement joignable. Ce mécanisme est simple mais profondément humain. Le vide produit de l'incertitude. L'incertitude active l'attention, et l'attention prolongée se transforme en respect. Quand quelqu'un est toujours présent, il devient familier, et la familiarité neutralise la tension psychologique. À l'inverse, l'absence contrôlée maintient une zone d'ombre, où l'imaginaire des autres travaille en votre faveur, souvent sans que vous n'ayez rien à faire. On observe ce phénomène chez de nombreux dirigeants, qui apparaissent rarement mais dont l'influence est constante. Leur pouvoir ne réside pas dans la fréquence de leurs interventions, mais dans leur capacité à orienter les décisions sans être physiquement là. Ils ne dominent pas par la parole continue, mais par la gravité silencieuse qu'ils laissent derrière eux. Leur absence agit comme une présence étendue, plus lourde que n'importe quel discours. Lorsque vous n'êtes pas là, les autres commencent à se réguler eux-mêmes. Ils anticipent vos réactions, modèrent leurs excès et ajustent leur comportement pour rester dans un cadre implicite que vous avez défini. Ce n'est pas de la fierté ni du mépris, mais une économie stratégique de votre énergie et de votre position. L'absence, utilisée consciemment, n'éloigne pas le pouvoir, elle le condense
et le rend plus difficile à contester. Rencontré trop souvent, est un signe de besoin de validation. Le pouvoir réel n'a pas besoin d'être constamment vu pour exister. Il se manifeste par une impression diffuse, une sensation de poids dans l'espace, même en l'absence physique de celui qui le détient. Les individus véritablement puissants sont ressentis avant d'être observés, car leur position est déjà intégrée dans l'esprit des autres. À l'inverse, celui qui cherche à être vu en permanence trahit une fragilité interne qu'il tente de compenser par la présence. Les rencontres incessantes sont rarement un signe d'influence stable. Elles révèlent souvent un besoin latent de reconnaissance, une nécessité de rappeler continuellement son existence pour maintenir une image. Quand une personne doit multiplier les échanges, les apparitions et les discussions pour exister dans le jeu, cela signifie que son autorité ne tient pas seule. Elle dépend du regard, de l'attention et de l'approbation des autres pour se sentir légitime. Psychologiquement, il existe une différence fondamentale entre le pouvoir intérieur et le pouvoir emprunté. Le pouvoir intérieur repose sur une sécurité interne, une cohérence entre la position et l'identité, qui ne nécessite aucune démonstration constante. Le pouvoir emprunté, que lui, dépend du contexte, du statut conféré par autrui et de la répétition des signaux sociaux pour rester crédible. Plus une personne parle, explique et se montre, plus elle révèle que son pouvoir ne lui appartient pas pleinement. Les individus réellement forts n'ont pas besoin de multiplier les paroles ni les rencontres, car leur influence agit par inertie. Leur silence n'est pas un vide, mais une affirmation tacite de leur position. Ils comprennent que chaque interaction inutile dilue l'impact de leur présence et transforme l'autorité en simple visibilité. En réduisant volontairement les contacts, ils préservent une densité symbolique qui rend chaque apparition significative. Ainsi, moins une personne ressent le besoin de se prouver, plus son pouvoir est stable. Elle n'a rien à défendre, rien à justifier, rien à exhiber. Elle existe déjà dans la structure mentale des autres. Et c'est précisément cette absence de quête de validation qui distingue l'autorité authentique de l'influence fragile. L'art de dire non, sans perdre le pouvoir. Dire non est l'un des actes de pouvoir les plus sophistiqués qui existent, précisément parce qu'il va à l'encontre du réflexe social de plaire et de se rendre disponible. La majorité des individus associent encore le refus à la rupture, au conflit ou à la perte d'influence. En réalité, le non posé avec calme et constance établit une frontière claire. Et toute frontière est un signal de position. Celui qui ne sait pas refuser laisse les autres décider à sa place. Le respect ne naît pas de la complaisance, mais de la cohérence. Un non respecté n'est pas agressif, il est simplement définitif. Les personnes puissantes ne cherchent pas à convaincre lorsqu'elles refusent, car convaincre suppose une négociation de statut. Elles expriment une décision, et cette décision suffit. Plus un refus est sobre, plus il est perçu comme légitime. Expliquer longuement un refus est presque toujours une erreur stratégique. L'explication ouvre la porte à la discussion, et la discussion transforme une décision en débat. Or, le pouvoir ne débat pas de ses limites, il les pose. Lorsque vous justifiez excessivement un non, vous signalez que votre position peut être contestée, ajustée ou retournée contre vous. Le silence, combiné à la distance, est souvent le refus le plus puissant qui soit. Ne pas répondre immédiatement, ne pas entrer dans l'échange émotionnel, ne pas nourrir l'attente de l'autre crée une asymétrie claire. Cette asymétrie oblige l'interlocuteur à se repositionner mentalement, parfois sans même s'en rendre compte. L'absence de réaction devient alors un message plus fort que n'importe quelle phrase. Dire non sans perdre le pouvoir, c'est comprendre que l'autorité ne se démontre pas. Elle se manifeste par la maîtrise de l'accès. Celui qui contrôle ce à quoi il consent contrôle aussi la dynamique relationnelle. Et lorsque le refus est posé sans justification excessive, sans colère et sans besoin d'approbation, il devient une affirmation silencieuse de supériorité structurelle. Contrôler l'accès, c'est contrôler le pouvoir. Le pouvoir ne s'exerce jamais directement par la force ou par la parole. Il s'exerce d'abord par le contrôle de l'accès. Qui peut vous approcher? À quel moment? Par quel canal? Et dans quelles conditions? Tout cela définit votre position réelle dans une hiérarchie invisible. Lorsqu'une personne est accessible sans filtre, sans délai et sans médiation, elle envoie un signal clair, son temps est disponible, donc négociable. Et ce qui est négociable cesse d'être dominant. Les individus puissants construisent toujours des systèmes de filtrage. Même lorsqu'ils prétendent être ouverts,
Ces filtres peuvent être humains, organisationnels ou symboliques. Mais leur fonction est la même, créer de la friction. La friction n'est pas un obstacle arbitraire. C'est un mécanisme de sélection. Plus l'accès est difficile, plus il est perçu comme précieux, et plus la rencontre, lorsqu'elle a lieu, est chargée de poids psychologique. Les secrétaires, les assistants, les intermédiaires et les agendas verrouillés ne sont jamais des détails logistiques. Ils sont des extensions du pouvoir lui-même. Ils absorbent les sollicitations, retardent les demandes et transforment le désir d'accès en attente. Cette attente modifie le rapport de force avant même qu'un mot ne soit échangé. Celui qui attend se place mentalement en position inférieure, souvent sans en être conscient. Le calendrier est l'un des outils de domination les plus sous-estimés. Décidez quand vous êtes disponible, et surtout quand vous ne l'êtes pas. Structure la relation bien plus que n'importe quel discours. Un rendez-vous accordé devient une concession implicite, et cette concession élève instantanément le statut de celui qui en bénéficie. L'accès n'est jamais neutre, il classe. Le pouvoir réel se protège toujours derrière des couches invisibles. Ces couches ne servent pas à humilier, mais à préserver la stabilité psychologique et stratégique de celui qui dirige. Être constamment exposé, interrompu ou sollicité fragilise l'autorité, car cela force à réagir au lieu de décider. Le contrôle de l'accès permet de rester dans une posture de choix plutôt que de réponse. En définitive, contrôler les entrées, c'est contrôler le rythme, l'énergie et la perception. Celui qui décide qui entre dans son espace décide aussi de la valeur de cet espace. Et tant que l'accès reste filtré, le pouvoir demeure intact, silencieux et profondément dissuasif. Pourquoi les personnes puissantes créent toujours une pression lorsqu'elles apparaissent? La pression que dégage une personne puissante ne vient pas de ce qu'elle dit, ni de ce qu'elle fait sur le moment, mais du fait même de son apparition. Lorsqu'une présence est rare, elle cesse d'être banale et devient un événement. Cette rareté transforme chaque entrée dans une pièce, en signale quelque chose d'important peut se produire. Le pouvoir commence précisément là, dans cette anticipation silencieuse qui précède tout échange. La rareté crée de la valeur psychologique. Plus quelqu'un est absent, plus son retour est chargé de sens. Le cerveau humain associe spontanément ce qui est rare à ce qui est précieux, et ce qui est précieux à ce qui doit être traité avec prudence. Cette prudence génère une tension interne, une forme de vigilance accrue. Ce n'est pas de la peur ouverte, mais une attention forcée, presque instinctive, qui modifie immédiatement le comportement des autres. C'est ce mécanisme que l'on peut appeler le présence-choc. Il ne s'agit pas d'un choc émotionnel visible, mais d'un déplacement subtil de l'équilibre mental collectif. Les conversations ralentissent, les postures se redressent, les mots deviennent plus mesurés. Rien n'est ordonné explicitement. Pourtant tout le monde s'ajuste. La simple présence agit comme un champ de gravité psychologique autour duquel les comportements se réorganisent. Une personne qui est constamment présente ne peut jamais produire cet effet. Sa présence est intégrée, digérée, neutralisée. À l'inverse, celui qui apparaît rarement n'est jamais totalement prévisible. On ne sait pas pourquoi il est là, ce qu'il observe, ni ce qu'il va décider. Cette incertitude est la source directe de la pression ressentie. L'esprit humain déteste les zones floues lorsqu'elles sont associées à une autorité potentielle. Lorsque vous entrez dans une pièce et que l'atmosphère change, ce n'est pas parce que vous imposez quoi que ce soit, mais parce que votre apparition perturbe les repères habituels. Les autres commencent à se surveiller eux-mêmes. Ils réévaluent leurs paroles, leurs positions, parfois même leurs intentions. Le pouvoir n'agit pas contre eux, il agit à travers eux, en déclenchant une autorégulation silencieuse. Cette pression n'a rien à voir avec l'agressivité ou la domination ouverte. Elle est froide, diffuse, presque impersonnelle. Elle repose sur un principe simple, ce qui est rare ne s'explique pas, ne se justifie pas et ne se rend pas confortable. Plus votre présence est exceptionnelle, plus elle pèse lourd dans l'espace. Et plus elle pèse lourd, moins vous avez besoin d'agir. En fin de compte, la véritable puissance d'une présence ne réside pas dans l'intensité de l'action, mais dans la transformation invisible de l'environnement humain. Quand vous entrez et que le rythme change, que les regards se recalibrent et que le silence gagne du terrain. Vous n'avez rien à faire de plus. La pression est déjà là, installée avant même que vous n'ayez pris la parole. Conclusion. Le pouvoir se maintient par la distance. Le pouvoir durable ne se construit pas par la proximité constante, mais par une distance maîtrisée. Cette distance n'est ni du mépris ni de l'arrogance.
C'est une architecture invisible qui protège la position. Plus quelqu'un est facile à atteindre, plus il devient ordinaire dans l'esprit des autres. À l'inverse, ceux qui restent à distance conservent une charge symbolique, une densité psychologique que la familiarité détruit toujours. La distance crée une asymétrie saine. Elle rappelle, sans jamais l'énoncer, que l'accès n'est pas un droit, mais une exception. Lorsqu'on doit passer par des filtres, attendre ou accepter l'incertitude d'une rencontre, la perception change avant même l'échange. Celui qui est approché est inconsciemment placé au-dessus, non par ce qu'il dit, mais par ce que son temps et son attention semblent valoir. Beaucoup confondent distance et isolement. L'isolement coupe, la distance structure. La distance permet d'exister sans être constamment sollicité, expliqué ou justifié. Elle protège l'énergie mentale, le jugement et surtout la capacité à décider sans pression immédiate. Un pouvoir qui se laisse envahir finit toujours par réagir au lieu d'orienter. Et c'est précisément là qu'il commence à s'éroder. Maintenir la distance, c'est refuser de transformer chaque interaction en relation. C'est accepter que tout le monde n'a pas besoin d'un accès direct pour reconnaître l'autorité. Le respect ne naît pas de la chaleur relationnelle, mais de la cohérence silencieuse entre position, rareté et impact. Plus vous êtes présent partout, moins votre présence compte quelque part. La distance oblige aussi les autres à se positionner eux-mêmes. En l'absence d'un accès constant, ils doivent interpréter, anticiper, s'ajuster. Ce mouvement interne leur appartient, mais il est déclenché par votre retenue. Le pouvoir le plus stable est celui qui pousse les autres à se réguler sans intervention directe, simplement parce que votre place n'est pas immédiatement disponible. En fin de compte, le pouvoir n'est pas une question de visibilité maximale, mais de justesse de présence. Être là quand cela compte, disparaître quand ce n'est pas nécessaire, et laisser l'espace travailler à votre place. La distance n'affaiblit pas l'autorité, elle la cristallise. Celui qui comprend cela n'a plus besoin de courir après l'attention, il devient le point autour duquel elle se réorganise.